Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par la commission recherche et documentation de la DBU. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Isabelle Blanc qui va nous présenter la stratégie nationale d'adoption des identifiants uniques et pérennes dans le cadre de la simplification de la vie des unités et des contributeurs de la recherche. Donc Isabelle Blanc, qui est administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources, va assurer cette présentation avec voilà, une première partie du webinaire où elle va nous présenter la stratégie, l'organisation sur le sujet. Et il y aura ensuite évidemment la possibilité de lui poser des questions via le chat ou l'outil de questions-réponses de Zoom. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et je m'en ferai le relais après la présentation proprement dite. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Je précise que cette présentation est enregistrée et que donc vous pourrez revoir ensuite, de même que vous aurez accès au support de présentation. Voilà, on est un peu plus de 260 participants, donc je propose de commencer sans plus attendre pour avoir un maximum de temps pour les questions et rester dans l'heure impartie. Isabelle, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Merci Jean-Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer par partager l'écran, bien évidemment. Euh, Très bien. Euh, selon les canaux, effectivement, par lesquels, hein, en fait, ce webinaire a été annoncé, hein, dans certains cas de figure, il était marqué, effectivement, adoption des identifiants uniques et pérennes ou identifiants uniques et pérennes, hein, où en était, enfin, l'état des lieux, hein, et la stratégie nationale. Le titre ici le reprécise, c'est bien la stratégie nationale de l'adoption de ces identifiants uniques et pérennes dans le contexte, effectivement, de la simplification de la vie des unités et des contributeurs de la recherche. Donc, petit élément de contexte, hein, pour resituer effectivement en quoi les identifiants et pourquoi ces identifiants, la stratégie comporte effectivement l'adoption de ces identifiants. Un certain nombre d'entre vous, j'imagine, avaient suivi en 2023 la mission Gilet, ou au moins les résultats de la mission Gilet, qui a été confiée par la ministre de l'époque, Sylvie Retailleau, donc à Philippe Gilet, à la fois où il y avait deux pendants en fait, de cette mission, hein, qui était d'une part, hein, l'organisation de la recherche en France, avec l'émergence, qui a vu l'émergence effectivement des agences de programme. Le deuxième volet, hein, portait sur la simplification de la vie des unités et des personnels de la recherche, et donc comment simplifier pour donner plus de temps finalement et de sens à la recherche. Donc vous allez me dire que c'est un sujet effectivement après lequel on court depuis une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années, avec effectivement différentes initiatives qui ont vu le jour, hein, et qui n'ont pas forcément été conclusives, hein, mais on a tiré parti de l'ensemble de ces enseignements. Et donc, sur cette base, hein, la proposition dans ce rapport Gilet était notamment la proposition 7, hein, sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui, qui était comment organiser la consolidation des données de gestion, de pilotage et d'évaluation d'une unité, hein, sachant que la priorité 1 qui était mise en avant dans ce rapport, hein, dans le cadre d'une trajectoire de simplification, bien évidemment, souvent je parle plus de réduction de charges administratives que de simplification, mais c'était comment donner un accès finalement transparent, automatisé et en temps réel en fait aux données pour pour les utilisateurs qui en avaient besoin, donc que ce soit les unités ou les établissements. Donc pour dire les choses plus simplement, comment arriver à consolider, à faire circuler une information détenue dans différents systèmes d'information d'établissement, donc des sources multiples. Et ce qui avait été retenu notamment par la mission Gilet, c'était de dire, voilà, s'appuyer sur l'utilisation des identifiants internationaux uniques, notamment des unités et des chercheurs, enfin de tout contributeur de la recherche, et ce tout particulièrement dans le cadre de l'évaluation quinquennale. Donc on est bien sur données de gestion, de pilotage et de l'évaluation quand on parle de l'évaluation des unités par le HCERS. Ces conclusions avaient été reprises
par le ministère d'une part et annoncé effectivement le 7 décembre 2023 dans les annonces du président de la République sur la simplification de la recherche française et son organisation, avec un premier point, cette simplification administrative, l'ambition étant de réduire les contraintes administratives pesant sur les chercheurs. Donc là, il y avait vraiment un focus sur les personnes et comment réduire effectivement ces contraintes, sachant qu'on sait bien depuis des années qu'il s'agit d'un irritant majeur. À partir de cette annonce en fait de fin 2023, il a été donné 18 mois pour atteindre un certain nombre de résultats. Donc ça nous amène à juin de cette année 2025, les 18 mois et avec deux volets d'action sur ces 18 mois. D'une part, des sites universitaires pilotes, 17 sites universitaires pilotes dont je suis sûre un certain nombre auxquels un certain nombre d'entre vous appartiennent et probablement expérimentent un certain nombre de mesures de simplification de la recherche. Donc là, on est à un niveau local. Et il y avait un certain nombre d'axes qui étaient effectivement, qui avaient été travaillés, c'est-à-dire avant ces lancements, ça a été un cadre de discussion qui a eu lieu de façon répétée entre le ministère et tout particulièrement la Direction générale de la recherche et de l'innovation, où finalement on a eu un temps de dialogue et de travail avec les présidents d'universités et d'organismes de recherche, donc dans un contexte de représentants d'un certain nombre d'organismes de recherche et de représentants effectivement des universités, notamment au travers des différentes associations et également avec des représentants d'écoles. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a été retenu que certains axes, certaines mesures ne pouvaient relever que de démarches nationales. Et donc, c'est en ce sens qu'il a été défini 7 actions nationales pilotées par la DGRI, donc par le directeur général recherche et innovation, actuellement par intérim, mais ces mesures continuent à œuvrer. Et donc, il y en avait 7, dont celle que vous pouvez voir en septième mesure, qui est l'adoption des identifiants uniques dans les systèmes d'information des établissements pour la circulation des données de l'unité et entre les tutelles et avec l'unité, notamment. Le pilotage de cet axe, comme des autres axes nationaux, mais aussi des mesures expérimentées sur les sites pilotes, relève effectivement d'un point de vue du pilotage d'un comité de pilotage simplification présidé par le DGRI et dans lequel effectivement sont présents et représentés le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'innovation professionnelle, en plus du directeur général de la recherche et de l'innovation, puisque ce sont les deux directions générales qui constituent effectivement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, moi, je suis rattachée directement à ces deux directeurs dans ma mission d'administratrice ministérielle des données, des algorithmes et des codes sources. Et effectivement, dans un contexte effectivement autour des données, je pilote tout particulièrement cette action autour à la fois des données de préférence, des données de gestion et des données de pilotage susceptibles de circuler entre tous les établissements. Donc, dans ce comité de pilotage, au-delà de la présidence par le ministère et le DGRI tout particulièrement et de la présence du DGCIP, il y a les PDG de 7 organismes de recherche qui sont présents, les présidents de France Université U10 et la CDFI, PDG ANR, le pilote IG de la mission IGESR qui accompagne en fait les expérimentations sur les sites qui sont représentés tout en bas à gauche de cette planche et puis les pilotes, évidemment, des GRI, des actions de simplification qui étaient présentées juste avant. Et en appui à ce comité de pilotage, il y a un pré-comité de pilotage de simplification qui représente finalement, qui réunit les Sherpas des membres de ce comité de pilotage et qui sont chargés de préparer les décisions du comité de pilotage. Donc, ce comité de pilotage s'est déjà réuni à 5 reprises depuis le début de l'année 2024. Et donc, il suit les travaux et il valide effectivement un certain nombre de travaux portés par les différentes actions locales ou nationales.
Là, c'était pour vous présenter les éléments de contexte, que vous situiez effectivement dans quel contexte ce plan d'action est en train de se dérouler, hein, et surtout par qui il était validé. Donc, on est sur une approche de gouvernance ouverte, hein, et aussi de travail effectivement réunissant et faisant collaborer l'ensemble des établissements parties prenantes, hein, puisque effectivement ces mesures de simplification ne pourront être à l'œuvre que si effectivement les établissements effectivement les conduisent de façon collective, hein, et ce n'est pas le ministère qui peut les conduire pour les établissements. Donc, si maintenant je nous amène tous dans une plongée sur ce sujet d'adoption des identifiants uniques et pérennes pour garantir, faciliter la circulation des données entre les systèmes d'information d'établissement, euh, on a tous effectivement noté, connu, et pour vous c'est une évidence aussi, je suppose, et tous les établissements l'ont rappelé, hein, dans le cadre de la préparation des travaux, l'ambition commune à tous les établissements est bien d'arriver à avoir un partage des données sur les moyens et les résultats de la recherche. Donc, je parle bien des moyens et des résultats de la recherche, je ne parle pas des données de recherche produites par les laboratoires, mais sur les moyens et les résultats de la recherche, c'est-à-dire les contrats de recherche, le financement donné aux unités, les personnels qui contribuent effectivement à la recherche qui s'opère dans les unités de recherche. Et quand on parle des résultats de la recherche, on parle évidemment des productions scientifiques, que ce soit des publications, des données, des logiciels, mais aussi des brevets, hein, qui peuvent être produits et qui peuvent être effectivement produits dans ce contexte-là, ou de différentes autres formes en fait de production, enfin de valorisation des travaux de recherche. Et donc, partage de ces données entre les tutelles des unités de recherche et pour les unités de recherche, c'est-à-dire ce qui peut venir des systèmes d'information dont ces unités dépendent et qu'elles aient la capacité effectivement et d'avoir les moyens de les consolider, et aussi, en les ayant consolidés, de pouvoir s'appuyer dessus dans le cadre de leur évaluation. Donc, voilà, pour être plus précise, les bénéfices qui sont recherchés, c'est évidemment la fluidité des échanges de données, faciliter la circulation des données entre ces systèmes d'information d'établissement et opérateurs, sans imposer un système d'information unique. Donc, le projet sur lequel, enfin, ou les projets effectivement que je vais vous présenter, en tout cas la feuille de route, hein, qui a été construite, hein, depuis en 2024, hein, n'est absolument pas quelque chose qui est dans une logique de construire un système d'information unique ou d'en imposer un. Les établissements sont autonomes par rapport, et ce principe directeur, j'y reviendrai aussi à un autre moment de la présentation, est un principe qui a été posé d'autonomie des établissements. Deuxième volet, c'est la réduction de la redondance administrative pour les chercheurs et les unités. Donc, éviter, si je dis différemment, éviter de fournir plusieurs fois la même information et donc être dans cette logique du dites-le nous une fois que chacun d'entre nous connaît, hein, dans le cadre de l'ensemble de ces démarches administratives au niveau de l'État, où on voit bien effectivement qu'on a un certain nombre de nos informations qui circulent entre l'administration fiscale, entre les aides sociales, entre nos capacités effectivement d'avoir des démarches administratives pour avoir une aide dans le cadre de l'achat d'un vélo électrique ou demander effectivement le renouvellement de ses papiers d'identité. On voit tous effectivement que l'information circule entre les différentes administrations auxquelles on a à faire face. Donc, c'est bien cette circulation des données, dites-le nous une fois, effectivement, que l'on souhaite mettre en œuvre, évidemment, dans le contexte de la recherche, que ce soit pour les unités ou pour les chercheurs. Et donc aussi, la volonté, au-delà du dites-le nous une fois pour les individus ou pour les unités, c'est réduction de cette redondance administrative, c'est aussi arriver à consolider, comme je vous le disais précédemment déjà, les informations provenant de multiples sources pour une unité. L'objectif ultime étant de créer un capital de données commun aux différents établissements
d'agréger les données provenant de différentes sources de façon à pouvoir, comme c'était pointé effectivement en recommandation numéro 1 dans le rapport Gillet, de restituer automatiquement des informations aux unités. C'est bien l'ambition effectivement ultime de ce plan d'action qui effectivement ne va pas pouvoir, on va pas avoir une concrétisation de l'ensemble de ces bénéfices en une seule année ou en claquant des doigts, bien évidemment. À la fois, je vous rassure sur le fait qu'il n'y a pas d'illusion, mais aussi, bon, je vous annonce qu'il n'y aura pas de grand soir dès 2025, hein, mais effectivement des étapes progressives auxquelles un certain nombre d'établissements ont contribué pour proposer cette feuille de route. Euh, Peut-être que pour certains d'entre vous, plus ou moins anciens dans notre effectivement paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous vous dites mais pourquoi n'y arrive-t-on pas depuis plusieurs années finalement à arriver à faire circuler cette information, les données entre les systèmes d'information des établissements. Donc effectivement, plusieurs arguments sont souvent mis en avant. Bah, tous les établissements ne le veulent pas, on n'arrive pas à faire de l'interopérabilité entre nos systèmes d'information. Il y a des limites juridiques. Donc j'aimerais effectivement rappeler de façon forte qu'il n'y a pas ce manque de volonté, hein. Des initiatives ont déjà existé. Il y a des initiatives point à point entre établissements qui existent. Il n'y a pas, ce n'est pas qu'une question effectivement technique. Il n'y a pas de limite juridique, y compris sur les informations personnelles. On a un cadre juridique, un cadre législatif français qui a évolué au fil du temps, avec justement un cadre législatif élargi, notamment depuis 2023, dans le cadre justement des mesures prises par l'État et le législateur pour favoriser le dites-le nous une fois que je vous évoquais précédemment et qui nous concerne tous en tant que citoyens. Mais on est bien dans une incapacité à identifier notamment une unité de recherche ou un scientifique, enfin, c'est-à-dire je mets le mot scientifique ou le mot personnel pour ne pas focaliser que sur le chercheur, puisqu'en fait, il y a différents corps et grades qui participent effectivement à la recherche dans nos établissements. Et donc, on est dans cette incapacité de pouvoir effectivement les identifier de manière complètement univoque dans chacun des systèmes d'information des établissements porteurs de la donnée, puisqu'on n'a pas d'identifiant unique et de description commune, notamment sur nos structures de recherche. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un effet de surprise, mais quand une unité, effectivement, a plusieurs tutelles, il faut savoir que chacune des tutelles, dans son système d'information, ne la représente pas de la même façon. On n'a pas le même identifiant numérique ou alphanumérique pour l'identifier et ne la représente pas de la même façon, n'a- ne la voit pas selon une même typologie, selon le même périmètre. Et donc, tous ces éléments, évidemment, sont désempêchants pour arriver finalement à récupérer une donnée ou à repérer une donnée relevant d'une même unité. Et il en est de même pour les personnels. Donc c'est en ce sens que ben, on a un chantier effectivement commun qui a été ouvert sur justement se dire pour obtenir cette référence unique pour tous, cet identifiant unique et pérenne, nécessité effectivement d'identifier et de connecter de manière unique et sans ambiguïté dans la durée des informations dans les différentes sources de des établissements, que ce soit sur les volets financiers, contrats, personnes, etc. Donc, dans le contexte effectivement de parvenir à un moment donné à avoir les conditions pour permettre la circulation des données, nous sommes bien effectivement dans une logique de euh, utiliser les identifiants internationaux et nationaux comme des leviers d'action et ces leviers pour garantir cette unicité des identifiants de structures, de personnes et la persistance en fait des données qui sont associées à ces identifiants afin de faciliter leur échange et leur traçabilité. Donc peut-être avant de rentrer effectivement dans le plan effectivement et dans la feuille de route qui se dégage, peut-être parce que en fonction effectivement et vu le nombre de participants à ce webinaire, pas inutile peut-être de vous rappeler, de préciser effectivement de quoi parle-t-on
et quel usage veut-on faire de ces identifiants persistants qui portent ce petit nom de PID la plupart du temps. Euh, et évidemment, pourquoi s'appuyer sur des identifiants internationaux? Enfin, c'est parce qu'il existe déjà un écosystème mondial de la recherche et un écosystème d'identifiants qui sont déjà interconnectés les uns avec les autres. Donc, quand on parle des chercheurs ou des contributeurs, on parle d'OrchID. Quand on parle des données, on parle essentiellement des DOI données par DataSite. On a aussi effectivement des identifiants qui viennent de notre archive internationale des codes logiciels qui est Software Heritage, qui est porté par la France, mais qui a un identifiant particulier qui est le SWID et qui vient de devenir effectivement de rentrer dans les normes internationales. On a des identifiants DOI, là aussi, de publication, mais qui sont effectivement attribués par un autre consortium qui est Crossref. Les identifiants d'organisation portés par ROR, des identifiants de funders, de financeurs, et des identifiants de... Donc, tous ces identifiants sont déjà interconnectés les uns aux autres. Et j'en ferai une présentation assez rapide juste après. Bon, peut-être inutile pour beaucoup d'entre vous, j'en suis désolée, mais de façon à effectivement remettre en évidence ce sur quoi on s'appuie. Donc, quand on parle de ces identifiants, on parle évidemment à la fois d'une chaîne de caractères alphanumérique qui est non signifiante, et surtout qui est reliée à un registre d'informations. C'est-à-dire que ce n'est pas cet identifiant alphanumérique non signifiant seul, ça ne nous apporte pas grand-chose, mais c'est bien l'idée qu'il soit relié à ces registres d'informations et donc qu'il y ait un certain nombre de métadonnées qui permettent de décrire l'objet associé à l'identifiant. Que les données soient interopérables, lisibles par machine. Donc là, il y a un certain nombre de normes et de normalisation à un niveau international. Et surtout, pour nous, c'est cette méthode, enfin pas pour nous, mais elle est décrite depuis longtemps et elle existe depuis longtemps, cette méthode universelle pour justement identifier et connecter de manière unique et sans ambiguïté, comme j'ai pu déjà le dire, dans la durée, les données sur la recherche. Et donc, quand on parle des données sur la recherche, on parle des moyens et des résultats. Je réinsiste. De façon très rapide, euh, l'écosystème effectivement des identifiants sur lequel on s'appuie, hein, c'est celui évidemment des chercheurs et contributeurs de la recherche. Donc cet identifiant alphanumérique ORCID, hein, mais auquel est associé dans le registre un certain nombre de métadonnées, les noms, les organisations dans lesquelles sont ces personnels, les formations, les distinctions, etc. Relié effectivement à ROR, hein, ce qui est déjà le cas, de façon à ce que effectivement un individu puisse effectivement préciser finalement l'organisation dans laquelle il travaille. Hein. Donc ROR également un identifiant alphanumérique non signifiant, mais avec un certain nombre de métadonnées sur l'organisation, les noms, le nom du labo, les partenaires, les pays, l'adresse, le statut, etc. Le tout étant aussi interrelié avec les DOI de Crossref pour les publications, avec les titres, les auteurs, etc. Et si je continue, effectivement, tout ça est aussi interrelié aux données de la recherche, aux logiciels, bien évidemment, et également au financement. Donc là, je vous le fais de façon très réduite et voilà, et vous m'en excuserez, je ne rentre pas dans les détails précis, juste pour vous dire que c'est sur cet effectivement écosystème sur lequel on s'appuie, auquel un certain nombre de chercheurs euh, sont habitués parce qu'ils envoient la résultante dans leur profil ORCID, notamment lorsque, effectivement, ORCID leur signale que telle et telle publication ou tel et tel jeu de données ou logiciel ou code logiciel a été rajouté finalement dans leur rubrique travaux d'ORCID, puisqu'il y a une remontée automatique. Et là, on est dans le dites-le nous zéro, enfin, ne nous le dites pas, c'est-à-dire dites-le nous zéro fois, où finalement, chacun d'entre nous, moi je sais que ça m'arrive régulièrement, où j'ai un signalement parce que Orchid a poussé, pardon, Crossref a poussé dans Orchid ou DataSite a poussé par Orchid, effectivement, un certain nombre des travaux. Enfin, et sur le bas du schéma, qui concerne effectivement un sujet un peu plus
français, si je vous l'illustre quand même. Aujourd'hui, ce qui est déjà actif, hein, que certains d'entre vous connaissent et d'autres peut-être moins, c'est quand on parle des grands ID, on parle notamment des financements donnés par l'ANR et on a mis en place effectivement dans un certain nombre d'infrastructures nationales pour les données dans Recherche DataGouv, pour les publications dans HAL et Centre NetFait pour Software Heritage pour l'école logicielle. Effectivement, le lien est possible effectivement dans les métadonnées associées aux publications déposées dans HAL ou aux publications, aux données déposées dans Recherche DataGouv, de préciser effectivement l'identifiant du financement qui a permis effectivement d'obtenir ces résultats. On n'est pas tout seul, hein, à effectivement adopter cette stratégie de vouloir s'appuyer sur l'interconnexion des identifiants numériques internationaux, hein, puisque ces bénéfices en termes de gestion et de circulation des données sur la recherche et l'innovation ont déjà été démontrés, hein, par un certain nombre d'autres pays qui ont effectivement adopté ces stratégies d'adoption, enfin, d'identifiant et d'usage au-delà effectivement de l'usage dans dans le cadre de la description des travaux de recherche. Et donc, notamment, un certain nombre d'études ont pu montrer que les bénéfices qui ont été mesurés en Australie et au Royaume-Uni, et vous voyez dans la bulle bleue à droite les pays qui ont déjà effectivement adopté ces stratégies. Et il y a un groupe d'intérêt de la RDA qui s'est constitué, hein, pour travailler ce, voilà, sur ces stratégies et qui a proposé depuis un petit moment déjà un certain nombre de guidelines sur ce que ces identifiants peuvent apporter. Donc, je ne vais pas les commenter ici. Et sur la planche suivante que je ne commenterai pas non plus, mais qui est dans la présentation. Vous avez les références des différents travaux et notamment de ce qui a été produit dans le contexte effectivement du guide et de la checklist travaillée par les différents pays dans le contexte de la RDA. Tout ça est effectivement, on pourrait se dire, bon, ben voilà, on a tout ce qu'il faut dans notre contexte international en termes d'identifiants. Il y a d'une part effectivement la nécessité qu'il soit adopté et qu'il soit bien renseigné. Et surtout, quand on parle de ROR, pour parler de nos structures de recherche, on a voilà, une certaine limite par rapport à ce que propose ROR. ROR, effectivement, et dans le contexte des métadonnées qui y sont associées, ne nous permet pas de représenter toute la beauté et la complexité en fait de l'organisation de la recherche en France, hein, au travers de nos unités qui sont mixtes, qui ont plein de partenaires, qui ont des tutelles principales, des tutelles associées et autres. Et donc, on a absolument besoin de pouvoir avoir un point de vérité au niveau français qu'on n'a pas aujourd'hui, hein, puisque finalement le RNSR que vous connaissez tous est un répertoire qui a été créé et que chacun renseigne si il le veut, s'il le souhaite. Et ce n'est pas un point de vérité avec une gouvernance absolue qui dit la vérité d'une unité est ceci. Et de toute façon, il y avait un manque, c'est-à-dire qu'on avait jusque-là un cadre de cohérence des structures, mais pas un cadre de référence avec une gouvernance associée. Donc, on voit que ROR ne peut pas suffire à lui seul, et donc on a besoin effectivement d'avoir, nous, une source de confiance et de construire un registre français qui pourrait être cette source de confiance du ROR pour disposer des données plus riches que celles du ROR, la hiérarchie des liens, les identités, les adresses, les contacts des directeurs d'unité, la description plus précise des unités, les domaines scientifiques liés, certes à l'ERC, mais aussi au HCERS, les vagues HCERS, tout l'historique des transformations aussi d'une structure, et surtout de ne pas parler uniquement des structures de recherche, mais de l'ensemble des structures de la recherche, puisqu'on a aussi des structures qui vont faire plus du service, apporter du service scientifique, ou des structures qui vont apporter de l'appui à la recherche, hein, qui ont besoin aussi, elles, d'être décrites, hein, puisque dans ces structures, il y a aussi des personnels qui ont des travaux de recherche et qui ont besoin, effectivement, notamment dans leurs profils internationaux, de se relier, effectivement, à ces structures. Donc, si je complète le schéma que je vous avais présenté précédemment,
Évidemment, on parle des identifiants uniques et pérennes internationaux, hein, mais derrière se cache toute la richesse aussi de notre écosystème français, hein, et donc ce qui existe depuis longtemps au travers de HAL, au travers d'IDREF. Et donc, c'est bien l'objet, hein, ce que vous avez dans les bulles à gauche et à droite, de s'appuyer et de renforcer les services existants, évidemment, d'alignement pour tirer effectivement toute la richesse de ce qui est déjà évidemment en place. Et puis en bas à droite, de dire on a besoin de créer ce registre national, qui vient d'être baptisé, qui s'appellera Ernest, et dont le ministère a chargé l'ABES et d'assurer effectivement surtout la gouvernance opérationnelle et l'intendance, je dirais, quotidienne de ce registre, de façon à ce que ce soit un registre à part entière, un référentiel à part entière, qui puisse être de confiance pour l'ensemble des établissements en France, mais aussi de confiance par rapport à l'étranger. Et pour illustrer le propos, enfin, avant de vous dire comment on a travaillé, et dont je ne serai plus très très longue, pendant les 6 derniers mois et là où on en est aujourd'hui, mais vous montrer un des exemples concrets de simplification et donc d'un travail conduit en 2024 et 2025, où il y aura les premiers cas d'usage en 2025, qui est porté par 6 agences de financement françaises, et le projet qui s'appelle Appel Projet Recherche. Donc, vous pouvez trouver l'adresse appelprojet.fr, recherche, pardon, .fr, si vous ne connaissez pas, qui est ce portail des appels à projets français existe depuis 2021. Il a ouvert le 7 octobre 2021. Et lors de l'ouverture, et depuis son ouverture, il propose déjà un point unique d'accès aux appels à projets des 6 agences fondatrices effectivement de ce portail et qui portent effectivement au travers d'un consortium la réalisation de ce portail unique. Mais il y a un certain nombre de financeurs, aujourd'hui il y a voilà, plus d'une trentaine en fait, de financeurs qui publient aussi en ce lieu unique leurs appels d'offres. Et la trajectoire, depuis le début de ce projet qui est inscrit dans la loi de programmation de la recherche, était bien qu'il puisse y avoir une plateforme unique de dépôt des candidatures qui puisse être proposée aux candidats à ces différents appels d'offres de différentes agences de programme, et que ce ne soit pas simplement le seul lieu effectivement de visibilité de tous les appels, ce qui est déjà un plus. Cherchons non pas à les chercher sur toutes les plateformes et toutes les agences de financement. Et donc, ce qui a déjà été créé, c'est l'espace utilisateur dans lequel les candidats à un appel d'offres peuvent récupérer automatiquement en s'authentifiant sur le portail avec leur identifiant ORCID s'ils le souhaitent. Ils peuvent le faire par un autre biais, mais la facilité leur est proposée de se connecter via l'identifiant ORCID. Et à ce moment-là, ils récupèrent effectivement les informations de leur profil ORCID, et également l'espace est alimenté par notre archive ouverte nationale, HAL, en termes de travaux de recherche. Et évidemment, au-delà de ce seul espace utilisateur qui permet à tout un chacun de récupérer ces données et de les mettre à jour, c'est-à-dire s'il y a des choses qui sont manquantes dans HAL et ORCID, automatiquement, il lui est proposé de les mettre à jour dans HAL et dans ORCID, et elles se retrouvent reversées dans son espace utilisateur. Et il y a eu évidemment un travail d'harmonisation des dossiers de candidature des agences de financement, de façon à ce que ça puisse devenir effectivement une facilitation aussi en termes pas de seul lieu de dépôt de la candidature, mais aussi des modalités et des informations demandées dans le cadre des candidatures. Donc effectivement, quand on parle de simplification, ça dépasse simplement la dimension effectivement des outils ou de l'interconnexion effectivement pour le dites-le nous une fois. Dans le cadre du projet dont je vous parle et qui est à l'œuvre depuis 6 mois, l'objectif, comme je vous disais, c'est réduire la charge administrative par la circulation des données. Et c'est une démarche qui s'adresse à plusieurs bénéficiaires. Le chercheur en tout premier lieu, comment lui simplifier la vie par le dites-le nous une fois. Pour les établissements, c'est leur simplifier le pilotage de la recherche, partager les données multisources. Et puis un certain nombre d'autres bénéficiaires, notamment, ce ne sont pas les seuls, ceux qui sont représentés ici, mais notamment effectivement les liens et l'interconnexion et la circulation des données de référence
avec évidemment à l'appel à projet recherche, le HCERS et bien d'autres types d'infrastructures ou d'organisations, mais mise en avant de celle-ci tout particulièrement, puisqu'on parle bien de simplifier le pilotage de la recherche pour les unités, les établissements, et évidemment dans le cadre de l'évaluation, comme je disais précédemment. Les principes directeurs, je réinsiste dessus, ils sont de l'ordre de 4. En haut à gauche, un travail collaboratif et une gouvernance ouverte. C'est-à-dire que les travaux qui ont été menés et qui continueront à être menés, ce sont des groupes de travail ou des comités à l'aune de ce que je vous ai montré sur le comité de pilotage de la simplification, qui représente, enfin qui est composé plutôt, ces groupes, de représentants de la diversité des métiers et des organisations, avec un travail collectif qui est réalisé pour avoir effectivement un commun qui soit, ou des communs qui soient à la fois des référentiels de données, mais aussi des données qui pourront circuler. Un principe de respect de l'autonomie des établissements, euh, avec le principe du SI unique n'est pas recherché et aucun chantier n'a vocation à contraindre un établissement dans son organisation interne, dans le choix de ses processus, de ses systèmes d'information. Les objectifs dans ces principes directeurs sont évidemment circulation et interopérabilité des données. Je parle bien de données et pas de système d'information, puisque voilà, c'est l'intégration des identifiants uniques dans les systèmes d'information pour permettre effectivement cette identification unique et sans ambiguïté, et aussi permettre au système des établissements d'avoir une information qui est plus riche et qui pourrait être commune. Et puis, un autre dernier principe directeur, c'est on place l'usager au centre, avec un cas d'usage et des cas d'usage pour les chercheurs, les premiers cas d'usage dès 2025, et puis également les unités, les établissements, avec ce commun de données qui doit être décrit. Donc, les travaux, je vous le disais, et ce sera, elle est un peu dense, cette diapositive, mais c'est la dernière, et après, il y a des planches que vous aurez qui sont la composition des 3 groupes de travail. Donc, il y a eu lancement des travaux en juin 2024 avec 3 groupes voilà, je dirais, dont les travaux s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, le comité d'orientation, identifiant et circulation des données, dont l'objectif était justement de travailler sur cette partie, de proposer en fait une feuille de route. L'objectif des travaux sur 6 mois en 2024, et on a voilà, ça a été une validation collective du livrable de feuille de route pour 2025 et 2026, qui a été validation qui a été faite semaine dernière, puisqu'on a eu la finalisation des travaux semaine dernière par ce groupe, ce comité. Donc, adoption d'identifiants internationaux en priorité, ORCID et OR, avec en tout premier lieu la nécessité effectivement de pouvoir poser des recommandations nationales sur le renseignement harmonisé des informations dans ROR et dans ORCID, et surtout de travailler un certain nombre de cas d'usage. Donc, la circulation des données entre les établissements, avec la définition d'un premier socle commun de données à partager entre les établissements. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint, c'est-à-dire il y a eu ce travail collectif par ce comité de définir finalement quelles sont les données qu'on veut voir circuler en priorité entre les établissements. Donc, il y a des données sur les personnes, sur les contrats de recherche financés, sur les financements, sur les structures elles-mêmes. Donc ça, c'est un premier point qui a été acté. Maintenant, il faut décrire finement, effectivement, quelles sont les données qui pourront circuler, de façon à avoir ce socle minimal qui puisse ensuite être mis en œuvre de façon beaucoup plus technique. Mais en premier temps, on parle des données et également de l'organisation, de la gouvernance et de la qualité de ces données à l'échelle de chaque établissement et à l'échelle effectivement nationale. Ça fait partie des actions qui ont été décrites pour pouvoir s'ouvrir et faire partie du plan d'action de la feuille de route sur 2025. Et côté chercheur, le dites-le nous une fois, c'est qu'on ait des cas concrets dès 2025, à savoir, comme je vous l'évoquais en vous le montrant précédemment, les candidatures à appel à projet, qu'elles soient facilitées grâce aux informations d'Orchid et de HAL, et puis également
en 2025 l'adoption notamment d'Orchid, mais également de HAL dans les outils qui gèrent les processus d'évaluation au niveau de l'enseignement supérieur, notamment Galaxy et Odyssée, et que ce soit élargi aussi petit à petit. Mais là, sans certitude sur 2025 au niveau des systèmes d'évaluation des personnels dans les organismes de recherche. Deuxième comité qui a aussi finalisé ses travaux semaine dernière, c'est le comité de gouvernance des structures, qui lui a travaillé à l'élaboration d'un cadre de référence de structure. Donc, ce cadre de référence est aujourd'hui posé avec typologie des structures, leur définition, leurs relations, leur cycle de vie, et puis les modalités et le cadre de gouvernance des données dans la durée. On pourra s'appuyer sur ce cadre de référence des structures justement pour concevoir et réaliser le registre des structures. Et là, il y a également un groupe qui a été constitué, qui a commencé ses travaux depuis le mois d'octobre et qui a pu aussi délivrer un certain nombre d'éléments qui ont nourri les travaux du cadre de référence et les travaux du comité de gouvernance des structures, qui a permis de finaliser ce cadre de référence, comme je vous le disais, semaine dernière. Donc aujourd'hui, on est doté d'une feuille de route pour 2025-2026, donc avec des parties qui sont, je dirais, très fonctionnelles, d'autres très plus techniques. Et évidemment, dans beaucoup de cas, comme j'ai pu vous le dire, c'est se réappuyer sur un certain nombre de services déjà existants, sur des expériences que vous avez mis en place, sur les travaux conduits depuis plusieurs années, notamment par l'ABES, par HAL, par les structures aussi d'évaluation, et de voir comment on peut amplifier effectivement ces éléments-là. Puis après, il y a effectivement des travaux plus concrets qui vont devoir également être conduits. Je m'en arrête là, je vous remercie et les trois planches suivantes sont que vous pourrez retrouver, qui est la liste des collègues qui ont participé en fait à ces travaux et donc qui ont à la fois contribué de façon concrète aux travaux et qui ont délivré en fait ce qui a permis de constituer la feuille de route. Et donc là, vous voyez, c'est des collègues d'horizons différents. C'était important qu'il y ait des représentants effectivement de différents établissements et de différents métiers. Donc des vice-présidents recherche et puis les différentes associations métiers et puis un certain nombre aussi de représentants des opérateurs, hein, qui permettent aussi de réaliser ces sujets, donc avec HAL, ABES, AMU notamment, mais aussi les agences de financement qui sont représentées. Comité de gouvernance qui a réuni aussi des représentants des établissements qui sont en charge du conventionnement des unités, et puis le groupe de travail Orchidror qui sont aussi des représentants de la communauté, notamment celle tout particulièrement reliée à la DBU. Merci beaucoup. Bah, je propose de s'arrêter là. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation extrêmement claire. Merci à tous les participants et participantes. Donc voilà, on voit qu'il y a une feuille de route qui est ambitieuse, mais on touche au concret avec le référentiel Ernest, des choses qui vont bientôt faciliter la vie des établissements et in fine de nos chercheurs, ce qui est vraiment l'objectif. Voilà, et ben merci à toutes et à tous. Vous recevrez, on diffusera via la liste de diffusion l'enregistrement du webinaire et le support de présentation. Euh, voilà, mais je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci.